Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise engagés aux côtés de ces associations. C'est le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé. On compte sur vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le podcast solidaire, le premier podcast qui rapporte quand on l'écoute. Cette fois-ci, dans cet opus, nous allons évoquer l'appel à projet territoire de recherche porté par la fondation d'entreprise Grand Ouest et qui va permettre à des scientifiques de nos territoires de pouvoir être aidés et accompagnés. Qu'est-ce que c'est que cet appel à projet ? Eh bien, nous allons le découvrir tout au long de ce numéro. Mais pour nous accompagner et pour parrainer ce podcast, eh bien, je vais avoir la chance d'ici quelques instants d'interviewer un des grands médecins explorateur de notre époque. Il est français, il s'appelle Jean-Louis Etienne, il nous évoquera son parcours, mais aussi les difficultés que parfois il a pu rencontrer pour financer ses explorations. Et qui dit appel à projet dit aussi lauréat. Nous aurons la chance d'avoir deux lauréats de l'année dernière. Florian Bernard, dans un premier temps, qui nous évoquera l'application mise en place pour permettre à ses étudiants en médecine de mieux appréhender l'anatomie au travers de la réalité virtuelle. Et puis le second témoin, c'est Jérôme Loss de l'Université du Mans, qui nous évoquera comment aujourd'hui il est en passe de trouver des solutions pour produire un hydrogène vert plus responsable et moins énergivore. Voilà, ce seront nos témoins. Et puis bien évidemment, on n'oublie pas les acteurs de la fondation d'entreprise Grand Ouest. On recevra Vincent Lamande qui en est le vice-président et qui nous évoquera cet appel à projet. Quels sont ses fondements, pourquoi il existe et qu'est-ce qu'il permet de réaliser. Et Richard Poster qui est administrateur en charge de l'innovation et qui lui nous évoquera plutôt les coulisses de cet appel à projet. Voilà, le programme est chargé. On commence tout de suite avec notre parrain. Il s'agit de Jean-Louis Etienne. On le retrouve tout de suite après ça. Il est donc temps de retrouver le parrain de ce podcast solidaire. Il s'agit de Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le podcast solidaire. Vous êtes médecin, explorateur, aventurier. On n'a plus beaucoup de notre temps des explorateurs, des aventuriers. On a en mémoire peut-être pour certains les explorateurs des océans, les Christophe Colomb, les Magellan, ceux du 19e siècle. Et puis il y a vous, il y en a quelques autres bien évidemment. Et on vous remercie d'accepter d'être le parrain de ce podcast solidaire qui va permettre de découvrir un appel à projet qui est celui Territoire de recherche porté par la Fondation Banque Populaire Grand Ouest. Vous aussi, vous êtes à la recherche de financement, vous êtes dans votre projet PolarPod. Jean-Louis Etienne, première question pour commencer, comment est-ce que l'on devient, on passe de médecin à explorateur? Parce que c'est un parcours un petit peu fou quand même. Alors donc j'étais effectivement avant médecin, j'ai fait une formation de tourneur-fraiseur. Vous voyez, j'ai une formation professionnelle et puis je me suis intéressé à la scolarité à partir de ce moment-là. Donc je suis rentré en seconde, j'ai fait médecine, j'étais interne en chirurgie et j'avais des vieux rêves d'enfance. Moi je suis né à la campagne, je vivais dehors, donc et la nature était un refuge, était un lieu d'exploration. Je rêvais de faire des expéditions sans trop savoir ce que cela voulait dire. Et j'étais interne en chirurgie et j'ai commencé à proposer mes services de médecin pour faire des expéditions. C'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, que j'étais en expédition en Himalaya, à l'Everest, en Patagonie, au Groenland. Et à un moment donné, donc j'ai décidé de faire j'avais 40 ans, de faire ma propre expédition. Ça a été le pôle Nord. Et ça a été un tournant, une prise de confiance dans ma capacité à mener des projets comme ça. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu, je dirais, un entrepreneur d'expédition lointaine. Mmh. Alors justement, être entrepreneur d'expédition lointaine, ça demande souvent des budgets, de l'organisation. C'est compliqué de financer une expédition comme celle que vous avez réalisée tout au long de votre carrière? Oui, la recherche de financement, elle fait partie du projet. Et donc, on me demande de temps en temps la meilleure préparation psychologique, puisque c'est la recherche de financement. Il faut tenir. Moi, je dis, c'est aussi ingrat que l'autostop, vous voyez. Vous êtes quelqu'un de bien sur le bord de la route et les voitures passent, personne ne s'arrête. Mais de temps en temps, il y en a une qui s'arrête, donc il s'intéresse à ce que vous faites et ça devient un partenaire. Donc, c'est quelque chose qui demande du temps, du travail, de la persévérance et en même temps,
cette recherche de financement, c'est souvent plusieurs années. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur PolarPod. C'est quelque chose qui vous permet d'affiner la présentation du projet, d'entrer dans le projet. Ça vous laisse le temps de faire le tour. Je dirais que c'est aussi une période d'enrichissement du projet. On est percutant, je dirais, ou attractif quand on a éliminé tous les gros dossiers qu'on envoyait que personne ne lit, quand on est arrivé à passer au tamis, si vous voulez, notre projet, et de sortir quelques pépites, quelques phrases, quelques mots justes, qui dénaturent pas le propos et qui permettent d'attirer l'attention. C'est ça qui est important, attirer l'attention avec, je dirais, vous savez, on ne se détourne pas de quelqu'un qui vous sollicite avec une bonne intention. Et la bonne intention, en fait, elle se construit au fil du temps. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la construction du projet. Vous êtes passé de médecin explorateur, d'explorateur, bien évidemment, quand on explore la planète, on se rend compte de sa beauté. Il y a eu aussi un déclic dans votre carrière qui vous a fait dire cette beauté que j'explore, il faut aussi la protéger. Oui, enfin, il y a plusieurs moments, bien sûr, mais il y a un moment assez déterminant. En 1990, j'avais fait la traversée de l'Antarctique en expédition internationale avec des traîneaux à chiens, 89-90, et je faisais une conférence sur ma traversée à traîneau à chiens. Et au même moment, il y avait Claude Lorius, un de nos éminents glaciologues français, qui faisait le rapport des analyses qu'il avait faites de ces carottes de glace qu'il va chercher dans l'Antarctique et qui sont les témoins de l'histoire du climat de la Terre. Et il nous montrait, donc il avait une histoire du climat sur presque 1 million d'années, et il nous montrait que la Terre a sa vie propre, qu'elle a eu des alternances de périodes froides, de chaudes, donc glaciaires, interglaciaires, etc. Donc, et puis il nous dit, regardez tout à fait à droite de la courbe, cette accélération verticale, rapide, de la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique et de la température moyenne de la Terre. Il dit, elle est là, la signature de l'activité humaine, donc c'était en 90, et il a cette phrase, le processus est enclenché. Et là, j'ai compris que la machine climatique entrait dans une période de dérégulation, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à devenir un ambassadeur de ces régions polaires à travers les expéditions que j'ai faites, et à travers les conférences et les projets pédagogiques, je suis devenu effectivement un lanceur d'alerte sur les changements climatiques et leur impact sur la planète. Alors, dans le podcast Solidaire, vous avez accepté d'être le parrain de ce podcast, mais aussi le parrain entre guillemets, d'une association Under the Pole qui recevra les quelques euros que nous collecterons. Donc, plus nous partagerons ce podcast, plus nous sensibiliserons à l'écoute de ce podcast. D'abord, plus on sensibilisera à la question globalement de la recherche, mais aussi de la défense de la planète et des pôles. Vous avez choisi l'association Under the Pole. C'est une association que vous connaissiez déjà ou que vous avez découverte lorsqu'on vous a proposé de vous associer à ce podcast? Non, la fondation Under the Pole, je les connais bien. Manuel et Guylain Bardou, je les connais bien, ce sont de mes anciens équipiers. Et donc, sur ma longue carrière, moi j'ai 75 ans, j'ai rencontré beaucoup d'équipiers, si vous voulez. Donc, ce qui est formidable, à un moment donné, les équipiers vous regardent, ils vous aiment et puis vous disent, mais c'est ma vie aussi que je veux construire. Et donc, tous les deux le font magistralement bien. Ils se sont concentrés effectivement sur leur performance, qui est la recherche, la plongée profonde. Et ils font des campagnes océanographiques de très haut niveau. Ils entraînent avec eux des scientifiques de haut niveau, notamment sur le corail et sur les profondeurs de l'océan. Donc, je suis tout à fait enclin à les soutenir parce que ce sont des gens compétents et qui inventent leur vie. C'est ça qui est intéressant, quoi, à partir de leur passion. Et qui en plus font de la prévention, c'est-à-dire qu'il y a le travail en effet de recherche, de plongée, de découverte, mais aussi ils sensibilisent à cet écosystème qu'il faut préserver. Oui, ils ont des projets pédagogiques qui sont très bien construits. Et quand vous êtes, comme ils le sont, comme je le suis toujours, des acteurs de terrain, vous avez une légitimité. Et puis vous avez une histoire à raconter, vous voyez, la plongée en ce qui les concerne. Et donc c'est quelque chose qui est attractif. Et à travers l'histoire, il faut raconter l'histoire de cette aventure. Et derrière, montrer la beauté, montrer les fragilités, montrer ce que vous avez vu, montrer les menaces,
la pédagogie à partir du terrain, et c'est quelque chose qui est très efficace et ils le font très bien. Et nous allons tout de suite partir à la rencontre de deux chercheurs qui ont été les lauréats de l'appel à projet Territoire de recherche l'année dernière. Il s'agit de Florian Bernard qui a créé une application en 3 dimensions et en réalité virtuelle pour permettre aux étudiants en médecine d'aller explorer l'anatomie humaine. On va découvrir ça avec lui. Notre second invité, ce sera Jérôme Lost, qui est lui-même a travaillé sur la question de l'hydrogène vert. C'est plutôt un chimiste plutôt qu'un technicien, mais il nous expliquera justement comment on peut produire de l'hydrogène vert. Vous voyez, la recherche et l'exploration sont dans tous les domaines, Jean-Louis Etienne. Merci beaucoup d'avoir été notre invité avec du podcast Solitaire. Merci encore Jean-Louis Etienne pour ce beau témoignage, ce beau partage et d'avoir été le parrain de ce podcast. Nous, on retrouve tout de suite Florian Bernard qui est notre premier invité lauréat de l'année 2021. Bonjour Florian. Bonjour. Devrais-je d'ailleurs vous appeler docteur puisque vous êtes neurochirurgien, anatomiste, chef de clinique et enseignant d'anatomie à la faculté de médecine d'Angers. Vous avez été un prix de l'encouragement de la fondation BPGO dans le cadre de l'appel à projet Territoire de recherche en 2021. Un prix qui récompense une nouvelle manière d'enseigner, d'acquérir des connaissances en matière d'anatomie puisque vous utilisez quelque chose qui peut paraître comme ça d'assez ludique qui sont les applications Android et iOS que vous avez créé et que vous développez en allant un peu plus loin d'ailleurs que la 2D puisque vous intégrez de la 3D et de la réalité virtuelle dans tout ça. Moi j'ai une question pour commencer Florian, c'est vous avez été traumatisé par l'anatomie pendant vos études de médecine pour en arriver à créer une solution qui soit peut-être plus ludique que simplement apprendre des planches et aller faire de la dissection dans des amphis? Alors, traumatisé, non, puisque en fait, j'ai décidé d'en faire mon métier. Je suis en train de passer le concours pour devenir maître de conférence et professeur de fac. Donc, traumatisé, évidemment, non. Mais en fait, j'ai été surtout confronté en tant qu'étudiant. Moi, je suis étudiant, j'ai passé le bac il y a 16 ans. Et depuis 16 ans, je n'ai de cesse d'essayer de percer le mystère de cette enveloppe corporelle et d'apprendre finalement ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dessous sous cette surface. Et les médecins sont bien formés à ça depuis toujours, mais j'avais le sentiment que pour moi, c'était difficile. Ouais. Difficile de situer le corps humain dans l'espace. Et mes étudiants, en fait, c'est parce que mes étudiants ont les mêmes difficultés qu'on s'est mis finalement dans l'ordre de marche pour essayer de répondre à ça et de faire quelque chose de complémentaire. Comment est-ce qu'on passe de cette demande que vous ressentez de la part de vos étudiants, de votre ressenti propre, à la réalisation? Qu'est-ce qui vous fait basculer justement dans la démarche de créer Akivi, parce qu'on n'a pas encore donné le nom, Akivi qui est la solution justement d'apprentissage et d'éducation, que ce soit aussi bien en formation initiale qu'en formation continue de l'anatomie? Pour moi, ça a été un peu une nécessité. Je vais pas dire une contrainte parce que ça a toujours été un plaisir, mais disons que ça a été une nécessité puisque j'ai fait simplement la demande auprès de mes étudiants de quel contenu d'enseignement ils souhaitaient avoir et quel était le constat pour eux des cours qu'on leur donnait. Alors comment justement vous passez de ce ressenti de cette étude que vous faites à la partie, j'ai envie de dire, technique, parce que vous êtes médecin, il va falloir faire du développement applicatif, il va falloir travailler. Qui vous allez voir, comment vous les rencontrez pour se mettre autour de la table et créer la structure Akivi, et ça c'est en 2017. En 2017, j'ai eu la chance de rencontrer Cyril Royer, qui deviendra mon futur associé, qui est un monteur vidéo, audiovisualiste qui travaille au sein de l'université et que je sollicite avec un enregistrement d'une vidéo que j'ai fait avec un microscope dernier cri qu'enregistré en 3D. Et fort de cette relation, on s'est mis à faire de la recherche sur savoir comment visualiser ces choses-là, comment les montrer en congrès, en publication, aux étudiants. Et puis, on a développé le savoir-faire pour diffuser et permettre de visualiser en 3D du contenu qui était finalement du contenu de recherche ou du contenu de microscopes chirurgicaux avancés. C'est parti de là. Et puis après, l'université la faculté de santé et l'ensemble de l'équipe pédagogique nous a toujours soutenus dans cette étape dès lors qu'il y avait un plébiscite fort de la part des étudiants. Vox Populi, Vox Dei, sont les étudiants qui ont le fin mot finalement. À partir du moment où les étudiants sont intéressés, l'université débloque les crédits? Alors,
Non, il a fallu. On avait montré le besoin avec une étude des besoins qu'on a fait rigoureuse dans le cadre de master de pédagogie avec les étudiants, et puis on nous a demandé de savoir si c'était utile. Donc on a en fait développé du contenu et fait des publications de pédagogie pour voir si on intégrait à la phase initiale du parcours dans l'anatomie médicale ce type de contenu en 3D, c'est-à-dire des vidéos 3D. Il s'agit en fait de ce qu'on produit, ce sont des vidéos 3D commentées, certifiées, légendées, sous-titrées, orientées. Enfin, un lourd cahier des charges pour répondre finalement aux besoins des étudiants d'avoir quelque chose de simple pour eux, adapté à leur niveau. Et on a fait ça pour la première phase du cursus et la deuxième phase, c'est-à-dire la formation des internes en chirurgie, avec des publications en fait qui ont montré l'avantage de la diffusion de ce type de contenu pour toute forme d'apprentissage. D'abord, la note globale à l'examen, mais aussi la capacité d'identifier les structures, la capacité de voir les organes dans l'espace, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière, ce qui est fondamental en médecine, pour, par exemple, voir quels seront les modes de dissémination d'une maladie. Bien sûr. Et grande a été notre surprise aussi de voir à quel point des étudiants très tôt dans leur cursus amélioraient aussi déjà leur déduction clinique et leur pragmatisme. On a développé avec Polytech Angers, l'école d'ingénieurs, une première application avec des casques de réalité virtuelle. Et en fait, on s'est rendu compte que cette technologie, donc la visualisation en 3D, était extrêmement demandée par les étudiants, mais par contre, l'accessibilité aux casques, l'accessibilité aux plateformes d'utilisation et même, j'ai envie de dire, l'univers graphique pour visualiser ce type de contenu était lourd à produire. Et en fait, ce qui se passait au début, il y a 2017-2018, c'est qu'on avait du contenu à montrer, mais beaucoup de difficultés à réunir les étudiants autour des casques. 2024, c'est votre objectif, vous voulez conquérir la Terre, l'univers, c'est ça les objectifs de développement là dans les 2 ans qui viennent, Florian? Oui, alors effectivement, on a reçu le prix Fondation Banque Populaire Grand Ouest en 2021 pour la promotion de moyens de visualisation et de développement de contenu en réalité virtuelle. Et on a été aussi co-accompagné par la SATT Ouest Valorisation, donc la Société d'accélération de transfert, qui est un dispositif public de soutien des chercheurs pour ce type de projet innovant. Et en fait, il y a eu une accélération énorme au projet, une professionnalisation de chacune des étapes qui nous permettent à la rentrée prochaine, entre la fin d'année 2022, d'arriver sur le marché pour promouvoir un outil de formation dans la poche des étudiants et des facultés. Donc ça, c'est la première étape nationale et on espère internationaliser en fait le contenu assez rapidement. En faire la traduction en anglais l'année suivante. On fait une micro-pause, nous, et on retrouve tout de suite après un deuxième lauréat de la Fondation Banque Populaire Grand Ouest, Territoire de Recherche, l'appel à projet Territoire de Recherche. Et là, on parlera d'hydrogène vert. Ça n'a rien à voir, mais comme quoi la recherche est très diverse en France. Merci beaucoup, Florian Bernard. À très bientôt. Au revoir. On vient de parler avec notre précédente invitée d'anatomie, de réalité virtuelle. Et là, on va dans un labo de recherche au Mans avec vous, Jérôme Lost. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je dis que vous êtes dans un laboratoire recherche au Mans, ce qui est vrai d'ailleurs, puisque vous travaillez au Mans sur un projet très intéressant qui est de comment permettre de produire de l'hydrogène vert. Comment est-ce qu'on en est venu à s'intéresser à la question de l'hydrogène vert? C'est un effet de mode, Jérôme, ou ce sont des sujets qui déjà vous intéressaient avant cette grande mode que peut être aujourd'hui l'hydrogène? Non, alors ça a été c'est un sujet que je me suis intéressé déjà depuis une dizaine d'années où j'avais effectué ma thèse plutôt sur le stockage de l'hydrogène, puisque c'est un autre problème également sur ce composé. Et donc c'est un sujet que je fais depuis une petite dizaine d'années, mais la production d'hydrogène vert est en fait tout nouveau dans notre groupe. Alors je dis notre groupe puisque c'est quand même un travail d'équipe. Et il s'est avéré qu'on travaillait sur ces composés pour des applications tout autres qui sont les piles au lithium. Et puis des premiers tests sur ces composés pour la production d'hydrogène vert ont montré que c'était des matériaux tout à fait intéressants dans ce domaine. Alors, en quoi sont-ils intéressants ces matériaux, Jérôme? Ils vont permettre quoi? Ils vont permettre de produire plus, de produire mieux, de produire de l'hydrogène de manière peut-être plus éco-responsable? Alors, il faut savoir surtout, c'est que donc pour produire cet hydrogène vert, déjà on part d'une réaction qui s'appelle l'électrolyse de l'eau, donc c'est-à-dire
vous avez de l'eau, on va appliquer un courant pour justement dissocier l'hydrogène et la molécule d'oxygène pour faire de l'hydrogène. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'il faut beaucoup d'énergie pour arriver à dissocier cette molécule d'eau. Et moi, justement, je travaille dans le but justement de diminuer l'énergie à apporter pour justement réaliser cette réaction. Alors, on le voit aujourd'hui, il y a des entreprises comme en Vendée, la société Life, qui commence à commercialiser de l'hydrogène vert. Le monde industriel, c'est un point de passage obligé pour des chercheurs à un moment donné pour pouvoir vérifier que le travail de recherche peut s'industrialiser. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est très récent puisqu'il date de 2019 au niveau de cette thématique de recherche. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui a très très vite monté vu le potentiel de ces matériaux. Et très récemment, on a obtenu un nouveau projet qui permet justement de passer au-delà du laboratoire. Et effectivement, on nous a conseillé un premier rapprochement avec l'industriel, le Life, qui reste quand même la première industrie à faire de l'hydrogène vert en France. Mmh. Alors, combien de temps, selon vous, on pose toujours la question aux chercheurs, que ce soit des chercheurs de vaccins, etc., pour pouvoir développer de manière plus productive vos travaux de recherche, c'est un laps de temps de combien de temps pour pouvoir avoir cette capacité à créer une électrolyse qui soit moins gourmande en énergie, Jérôme? Alors là, justement, le projet qu'on a eu va permettre, dans un premier temps, de passer à l'étape supérieure au niveau de la production en masse de ces composés. Donc, nous, clairement, en laboratoire, on fait plutôt du 1 gramme, et là, on va passer sur des échelles bien plus conséquentes, de 100 grammes, voire même le demi-kilo. Et donc, il faut à peu près, je dirais, ce projet a une durée de 2 ans, et déjà, je pense que dans 3 ans, on aura déjà une bonne notion de savoir sur le potentiel de la productivité de ces composés. Alors, je dis que vous avez été lauréat coup de cœur de l'appel à projet territoire de recherche l'année dernière de la fondation Grand Ouest, la fondation d'entreprise Grand Ouest de la Banque Populaire Grand Ouest. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être lauréat coup de cœur? Ça a permis de booster un petit peu la recherche? Alors, c'est vrai qu'au niveau de mon laboratoire et puis au niveau de la Sarthe, ça a permis quand même d'avoir un peu plus de renommée sur cette thématique. Et puis effectivement, alors pas forcément le BPO en lui-même, mais tous les travaux qu'on fait, ça s'est également diffusé sur d'autres secteurs académiques. Et là, par exemple, je viens juste de lancer un projet avec Paris, donc le Collège de France, et puis également Lille, pour continuer à développer encore plus ce projet. Merci beaucoup d'avoir été notre second lauréat, à témoigner de ce que cet appel à projet territoire de recherche a pu vous apporter, et puis surtout nous exposer aussi vos projets de recherche. Nous, on retrouve tout de suite Vincent Lamande et Richard Poster, 2 administrateurs de la fondation d'entreprise Grand Ouest, qui chacun, à leur place, vont nous évoquer comment tout cela fonctionne, à la fois sur le fond, la forme, et puis les coulisses. Voilà, et après cette belle introduction autour de la recherche, de l'exploration, eh bien, on retrouve Vincent Lamande, qui est l'un des administrateurs de la fondation d'entreprise Grand Ouest. Il en est même d'ailleurs son vice-président. Et avec vous, Vincent Lamande, on va évoquer cet appel à projet territoire de recherche. Pour qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut savoir, quels bons conseils faut-il prendre en compte pour pouvoir toucher le jury? Mais avant tout, bonjour Vincent Lamande. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce podcast solidaire. On va évoquer avec vous cet appel à projet territoire de recherche. Expliquez-nous un petit peu l'origine de cet appel à projet et pourquoi il est né et pourquoi en direction de la recherche. Ça vient de l'histoire aussi de la banque. La banque a été très proche des fonctionnaires en général, puisqu'il y a la CASDEN qui est, une filiale du groupe et qui accompagne les fonctionnaires, et la banque, via sa fondation, a souhaité aussi pouvoir accompagner
strictement le monde académique, les chercheurs académiques. Donc c'est un positionnement, j'allais dire, stratégique de la Fondation. Et pour ce faire, on s'est posé la question de comment est-ce que la Fondation pouvait être la plus pertinente par rapport à des dispositifs qui sont déjà existants. La Fondation a souhaité pouvoir accompagner les chercheurs en tant que personnes physiques pour mettre en avant des trajectoires, des parcours particuliers et puis permettre la reconnaissance de ces scientifiques qui travaillent dans la perspective d'avoir des applications industrielles ou de faire de leurs inventions des réalités économiques. Ce que vous voulez dire, c'est que pour une fois, parce qu'en général, on finance la recherche, là, on finance le chercheur lui-même et pas son labo. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que globalement, il y a beaucoup de fonds publics qui permettent de financer la recherche fondamentale. Il y a beaucoup aussi aujourd'hui de relations entre le monde de l'entreprise et puis les laboratoires académiques. Mais l'idée, c'était de faire ressortir des parcours individuels particuliers, de permettre de mettre en avant la personne, plus que la science ou plus que le projet. Alors, quels sont les projets qui sont éligibles? Il faut être forcément dans un laboratoire de recherche public pour pouvoir déjà déposer une demande auprès de cet appel à projet? Absolument. La condition nécessaire, c'est effectivement de faire partie d'un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche ou d'un organisme de recherche et d'avoir des travaux qu'on peut présenter. Vous avez plusieurs niveaux de prix. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le prix encouragement. Il est essentiellement destiné à des jeunes chercheurs ou à des étudiants qui sont sur des phases initiales de projet avec une dotation qui est de 5 000 €. Et puis, au-delà, on a souhaité aussi pouvoir encourager des chercheurs peut-être plus expérimentés qui sont en phase de valorisation de leurs travaux de recherche avec peut-être déjà des brevets qui ont été déposés et qui souhaitent avoir des applications économiques potentielles. Là, on a une dotation qui permet de financer jusqu'à 10 000 € de dotation chaque lauréat. Et puis, le prix du Grand Ouest, donc, qui est là pour un chercheur qui va se lancer dans un réel projet de transfert de technologie. Souvent, on finance des lauréats qui ont même franchi le pas de la création d'entreprise, donc qui ont monté leur start-up, avec une dotation d'une bourse de 20 000 €. Et enfin, pour des prix qui sont sans doute peut-être un peu plus atypiques, mais pour lesquels on a vraiment eu un sentiment qu'il fallait les aider, on a le prix coup de cœur qui est d'une dotation de 10 000 €. Alors tous ces prix, c'est très bien, mais quelles sont les typologies de recherche? Parce qu'on parlait de fonds publics, alors souvent, enfin de recherche publique, mais quand on parle recherche, on se concentre souvent sur la recherche scientifique. La pandémie qui vient de traverser a mis en avant tous les travaux réalisés par des chercheurs scientifiques. Cette recherche, elle est plus globale, elle peut toucher d'autres projets de recherche que simplement le travail sur la médecine. Ça peut toucher peut-être l'innovation technologique, l'innovation dans le développement durable. Ça touche tous les domaines de recherche? Vous avez absolument bien résumé le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'interdit rien. Et on est vraiment une fondation qui souhaite accompagner tous les laboratoires académiques qui sont dans le périmètre de la Fondation, donc sur le périmètre Grand Ouest. Et ça concerne évidemment toutes les sciences et tous les domaines scientifiques. Alors évidemment, on peut avoir une tendance à accompagner peut-être plus certains projets que d'autres. En tout cas, je pense qu'il y a des chercheurs qui ont plus le réflexe d'adresser leur dossier à la Fondation, et en particulier, c'est le cas dans le domaine de la santé. Puis, il est vrai qu'avec la période Covid, on avait beaucoup insisté pour travailler sur ce sujet-là parce qu'il nous paraissait important. Donc, on a des prix qui sont très liés à la problématique de la santé, que ce soit du traitement de l'image, que ce soit des molécules d'intérêt pour soigner des patients. Et puis, on a aussi beaucoup de projets qui sont dans le domaine, on va dire, du développement durable, du développement responsable, qui sont tout à fait intéressants et qui sont aussi un vecteur important. Tout à fait important pour la recherche académique. Une question, on va entendre tout de suite après notre échange, on va entendre deux lauréats de l'année 2021 sur deux sujets totalement différents. Quels conseils on peut donner à ceux qui vont déposer un projet?
non pas pour donner des conseils, mais peut-être pour se dire je ne vais pas passer trop de temps parce que finalement je ne vais pas être en adéquation avec l'appel à projet. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour bien présenter son projet? Et le conseil, c'est d'être le plus honnête possible et le plus transparent possible avec sa position dans le projet, et surtout de passer du temps à identifier les éléments qui vont être les plus différenciants par rapport à ses collègues, en sachant que l'exercice il est différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire, puisque nous, on n'est pas une instance qui va être comme l'Agence nationale de la recherche ou la Commission européenne pour financer des projets de grande envergure, mais vraiment pour s'intéresser à la personne et à ses travaux. Merci beaucoup Vincent Lamande d'avoir répondu à nos premières questions pour défricher un petit peu l'idée, l'esprit de cet appel à projet territoire de recherche. Et grâce à la magie du numérique, on retrouve Richard Poster qui est lui aussi administrateur à la Fondation d'entreprise Grand Ouest, en charge de l'innovation, directeur de l'économie sociale et des marchés publics à la BPGO, de son vrai métier. Bonjour à vous Richard. Bonjour. Alors comment ça se passe justement une fois que le dossier a été envoyé, c'est vous qui le récupérez avec des équipes, comment ça se passe, comment on gère le dossier une fois qu'il a été déposé? Donc comment ça se passe? Donc l'appel à projet il est lancé sur une durée de 2 mois, avril-mai. Il est transmis de façon générale à l'ensemble du monde universitaire via les présidences des universités qui eux-mêmes le rediffusent dans les laboratoires. Et souvent dans les universités, vous avez des responsables des relations partenariales avec le monde de l'entreprise. Quand le dossier est arrivé, c'est-à-dire que vous le reprenez avec une équipe, avec Vincent, vous êtes quelques-uns à regarder le projet, il y a des critères, j'ai envie de dire, de sélection qui sont faits. Donc le dossier est déjà déposé sous forme électronique via le site de la Fondation. Mmh. Donc, il y a un mode opératoire qui est assez simplifié pour le transmettre par voie électronique. Mmh. C'est la première chose. Donc ensuite, on a 3 niveaux d'intervention. Donc les candidats ou les candidates se positionnent sur un des 3 niveaux d'intervention. Donc le niveau, c'est l'accompagnement. Mmh. Donc là, c'est souvent, on va dire, des thésards. C'est plutôt un peu ce profil-là. C'est un projet qui est vraiment en émergence, où on est très, très en phase amont de la création de valeur. Donc ça, c'est la bourse encouragement. Ensuite, vous avez une bourse qui s'appelle confirmation ou valorisation. Et là, ça veut dire que c'est lié au dépôt d'un brevet. Et puis un 3e niveau qu'on va traduire par un grand prix qui tourne autour de la création d'entreprise. Pour regarder ces dossiers, on a un premier niveau de sélection qui se passe autour d'une équipe réduite avec trois personnes de la banque. On va dire, on commence à lire les dossiers et à voir si déjà il y en a qui sont non éligibles parce que par exemple ils sont hors territoire. Cette approche, ce premier niveau d'approche est complété à travers en fait on a créé un comité. Donc on essaie d'avoir une répartition géographique pour pas avoir un tropisme rennais ou un tropisme nantais. Ensuite, on fait appel à soit des universitaires ou à des personnes qui sont en capacité de comprendre les dossiers aussi, parce qu'on a des dossiers qui sont assez techniques. Donc souvent il nous faut quelqu'un qui soit en capacité de dire oui c'est crédible, non c'est pas crédible. Donc, ce sont pas des scientifiques. Enfin, ils ont plutôt la tête bien faite. Et l'idée, c'est que de toute façon, ces dossiers, ces projets, il faut qu'on les comprenne quand même. Et donc, une fois que vous avez bien repris tous ces dossiers, bien compris, que vous avez été bien accompagné, vous allez faire une séquence de choix délibérés, c'est ça? Voilà. Donc, en fait, on se réunit sur une journée. Et ensuite, on va arbitrer, on va décider, on va se tromper, on va prendre des choix, des positions. Et puis ensuite, pour le Grand Prix et puis le niveau 2-3, là, ce sont des échanges. En fait, on s'aperçoit que concrètement, dans la journée, les choses se décantent. C'est ça. Il peut y avoir on voit rapidement ceux qui émergent et qui ont plus d'avance et qui vont être plus porteurs peut-être que d'autres. Tout à fait. Il peut y avoir des effets, même dans ce milieu-là, des effets de mode. Par exemple, le Grand Prix hydrogène, le prix de l'hydrogène l'année dernière, on avait quand même un axe où on se disait cette année, tout ce qui tourne autour des transitions, de l'environnement énergétique, etc., c'est plutôt un sujet qui nous intéresse. Donc on va essayer de mettre une prime entre guillemets aux chercheurs qui vient avec ce type de sujet. On a eu un Grand Prix 2 années de suite qui tournait autour de l'accompagnement Covid entre guillemets. Et puis après ce sont vraiment des échanges entre, je pourrais presque dire entre pairs, de manière à trouver, puis on vote. Donc ça se termine toujours par un système de vote
où chaque voix est égale, ce qui tombe bien parce qu'on est dans une banque populaire, et où c'est celui qui a le plus de voix qui remporte le grand prix. Qui remporte la mise. Merci beaucoup Richard Poster de nous avoir fait entrer dans les coulisses de cet appel à projet Territoire de recherche. Merci aussi à tous les invités qui se sont succédés dans ce podcast solidaire. Un grand merci tout particulier à Jean-Louis Etienne qui a accepté d'être le parrain de ce podcast. Je vous rappelle que plus vous le likez et plus vous le partagez, et plus l'association Under the Pole, soutenue par Jean-Louis Etienne durant ce podcast, recevra des euros supplémentaires pour pouvoir continuer son projet pédagogique, son action de sensibilisation et son action d'exploration des fonds marins. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité à l'écoute de ce podcast solidaire. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. N'oubliez pas de liker et de partager largement afin de soutenir ces associations. Et puis, on vous souhaite à tous et toutes qui êtes porteurs de projets un grand succès dans cet appel à projet Territoire de recherche. Un dossier est déposé avant le 31 mai sur la plateforme de la Fondation Banque Populaire Grand Ouest. Le podcast solidaire, c'est terminé. Vous pouvez aller sur notre plateforme Ocha pour tous les réécouter si vous en avez envie. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode.